Patriotes panafricains, bonjour, bonsoir, je vous passe le salut, Hotep. Qui est Vicente Guerrero? Lorsque je pose cette question à la plupart des Africains ou même des Afro-descendants vivant dans la diaspora, ce nom n'évoque rien, ou du moins pas grand-chose. Ça ressemble vaguement à un nom espagnol, mais peu de gens savent qui est, ou plutôt qui était, Vicente Saldanas Ramón Guerrero. Et pourtant, ce personnage est l'un des plus illustres afro-descendants qui ait foulé le sol des Amériques. Il fut le premier président noir des Amériques en gouvernant le Mexique, qui était à l'époque un vaste territoire qui comprenait la Californie et le Texas d'aujourd'hui. Alors, nous allons parler dans cette vidéo de qui était ce personnage, comment a-t-il vécu, quel était son leadership, quelle était sa vision politique, tout cela en analysant tout simplement sa biographie. Plus d'un siècle avant Barack Obama et son fameux slogan « Yes you can », un autre afro-descendant a su se hisser aux plus hautes fonctions politiques sur le continent américain. Ce temps, du nom de Vicente Guerrero, est connu pour avoir prononcé la célèbre phrase face à son père qui dit ceci: « Ma patrie passe avant tout ». Le 10 août 1800, c'est le 10 août 1782 que Vicente Ramón Saldanas Guerrero voit le jour dans la ville de Titla, dans l'actuel Mexique évidemment. Son père est un métis et sa mère est une afrodescendante, c'est-à-dire une noire. Du fait de sa couleur de peau très foncée, Vicente Guerrero se fera appeler très tôt dans son enfance El Negro, ce qui veut dire le noir. Cette couleur de peau lui coûtera beaucoup plus que de simples railleries. Parce que, contrairement à d'autres afro-descendants, Vicente Guerrero, d'autres afro-descendants qui se trouvent dans d'autres parties du continent américain, Vicente Guerrero ne pourra pas aller à l'école. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas fréquenter dans une école parce que selon la loi coloniale qui était en vigueur au Mexique à l'époque, un noir ou un afro-descendant ne pouvait pas être instruit. C'était une façon pour les élites blanches de protéger leurs acquis et de maintenir une partie très importante de la population sous domination. Donc Vicente Guerrero va du coup commencer par travailler très tôt. Et pour cela, il va profiter de la position de son père pour recevoir quand même un peu d'instruction de la part des professeurs particuliers. C'est-à-dire que son père était un homme assez riche qui avait donc employé des professeurs particuliers, le plus souvent des religieux, pour enseigner à Vicente Guerrero à la maison à lire, à écrire et à compter. Mais il ne fit pas d'études classiques, donc il n'alla pas à l'université. À l'âge adulte, Vicente Guerrero va donc embrasser le métier de muletier. Et cette profession était d'ailleurs pratiquée par de nombreux afro-descendants à l'époque. C'est-à-dire, être muletier, c'est avoir des mules qu'on met souvent en chaîne et avec lesquelles on va d'un endroit à un autre. C'est-à-dire, on transporte des marchandises d'un endroit à un autre. Ce n'était pas une profession très valorisée, bien au contraire, comme c'était un métier qui était exercé principalement par les afro-descendants, ce métier n'était pas vraiment valorisé dans la société. Mais c'était quand même un métier qui permettait d'avoir certains avantages. Par exemple, les muletiers, donc Vicente Guerrero, pouvaient avoir des animaux, c'est-à-dire pouvaient posséder des animaux, ce que les autres afro-descendants n'avaient pas le droit de faire, par exemple, ou n'avaient pas ce privilège-là. En plus, ils pouvaient porter des armes sur lui pour pouvoir se protéger contre les brigands et les malfrats qui attaquaient souvent les convois de muletiers. Et un autre avantage de ce métier, c'est qu'il permettait de voyager beaucoup, donc de bien connaître le pays et aussi donc de connaître les riches commerçants qui influençaient un peu la vie économique du Mexique de l'époque. Dans l'exercice de ce métier, donc, Guerrero va apprendre à manipuler et à entretenir des armes ainsi qu'à les réparer, et aussi à les forger. Et il savait donc tirer au fusil, au canon et à toutes les armes conventionnelles qu'il y avait à l'époque dans l'Amérique coloniale. Il a appris aussi, parce que c'était un métier difficile, à survivre seul dans la forêt
et à vivre dans les régions les plus montagneuses sans se faire attraper par exemple. Et en plus, il maîtrisait très bien la géographie d'une grande partie du sud du pays parce que Vicente Guerrero exerçait justement son activité dans le sud du Mexique. C'est au cours de ces nombreux voyages que Vicente Guerrero va découvrir et se familiariser avec les idées indépendantistes qui faisaient leur chemin à l'époque au Mexique, mais aussi dans toute l'Amérique latine et même en Amérique du Nord. La mort de José María Morelos, qui était le leader de la révolution à l'époque, va forger ou va déterminer Guerrero à sa prise dans le combat. En 1810 donc, Vicente, peu après que la révolution mexicaine ait débuté, Vicente Guerrero va rejoindre les troupes d'un autre afro-descendant qui s'appelle José María Morelos. José María Morelos est né dans une communauté qui regroupait des afro-descendants, des indigènes et des blancs. Il était un personnage métissé, mais à la peau beaucoup moins foncée que Guerrero. Donc du coup, il a pu bénéficier d'une éducation sommaire, plutôt religieuse. Il est devenu prêtre avant donc de s'engager dans la lutte pour l'indépendance du Mexique. Et justement, en 1810, après une rencontre avec José María Morelos, Vicente Guerrero décide donc d'abandonner un peu son travail de muletier pour se lancer dans la lutte pour l'indépendance du Mexique. Courageux et aussi partisan des affrontements directs avec les troupes royalistes qui sont les Espagnols, Vicente Guerrero va devenir un an après capitaine, c'est-à-dire en 1811, il est capitaine des forces indépendantistes mexicaines. Entre 1812 et 1816, Vicente Guerrero va multiplier les succès militaires et connaître beaucoup de revers. La mort de José María Morelos va considérablement affaiblir la révolution. La plupart des combattants, c'est-à-dire des commandants de José María Morelos, étaient des blancs. Donc, il décide à la mort de José María Morelos de répondre favorablement à la main tendue par l'Espagne et donc de déposer les armes pour avoir une sorte de paix négociée, une sorte d'autonomie, un accord à minima qui permet à tout le monde d'être content. Mais Guerrero va refuser cet accord-là. Il était convaincu que l'intérêt de sa patrie, qui est le Mexique, passait avant tout. Donc du coup, il refuse d'abandonner la lutte. Même lorsque son père lui en fait la demande, il dit niet, je vais continuer par me battre. Donc, après la mort de José María Morelos, ce qui se passe, c'est que Vicente Saldaña Ramón Guerrero va devenir le seul chef rebelle au sud du Mexique, qui est encore en activité bien sûr. Il connaît l'échec au cours des premières batailles parce qu'il est un peu affaibli. Les troupes n'ont plus de morale, et il n'a plus assez d'armes, il n'a plus assez de soutien, donc il perd des batailles. Puis, brusquement, la rue va tourner en sa faveur. Il va équiper ses armes, mieux les armer, en forgeant lui-même des armes, et va remporter plusieurs batailles, ce qui fera qu'en septembre 1818, il va annihiler une grande partie de l'armée royaliste. La même année, il sera désigné comme général en chef des armées du Sud par les autres insurgés. C'est-à-dire que ce sont ces hommes qui se sont réunis et ont décidé que Vicente Guerrero méritait d'être leur commandant en chef dans tout le sud du Mexique. Mais Guerrero n'était pas juste un bon militaire. Il était aussi un très bon politicien et un très bon stratège. Donc du coup, il va comprendre que la seule stratégie militaire ne pouvait pas payer. Il faut négocier et pour ça, il faut utiliser la diplomatie. Donc, sentant que les troupes royalistes commençaient par se décourager des nombreuses campagnes infructueuses menées contre lui, il va écrire donc une lettre au commandant puis au vice-commandant de ces troupes-là pour leur demander de rejoindre la cause indépendantiste, donc de trahir l'Espagne. Évidemment, c'est un noir qui demande ces choses-là à des blancs et ces gens-là vont répondre non, tout simplement. En 1820 plutôt, les troupes royalistes passent sous le commandement d'une autre personne qui s'appelle Augustin d'Iturbide. Ce dernier va d'ailleurs devenir après le premier roi du Mexique. Celui-ci va réunir un grand nombre de combattants et de moyens matériels dans le but d'anéantir les hommes de Guerrero. Mais très vite, il va se rendre compte, après les premières batailles, que non seulement Guerrero est un très bon militaire, mais aussi qu'il n'est pas aussi facile de le battre. Un an après avoir été nommé commandant en chef des troupes espagnoles, Augustin d'Iturbide ne remporte aucune victoire contre Guerrero. Pourtant, il y a eu beaucoup de batailles.
Du coup, il va proposer de rencontrer Guerrero pour une discussion. C'est une rencontre assez spéciale parce que c'est deux personnes de conditions sociales et ethniques très différentes qui vont se réunir donc pour parler de l'avenir du Mexique. Au cours de la rencontre, Augustin d'Iturbide va proposer à Guerrero une solution de sortie de crise qui garantit les intérêts de la noblesse, c'est-à-dire on ne touche pas à l'esclavage, on ne touche pas aux intérêts des blancs, propriétaires de terrain, on ne touche à rien de tout ça, on ne touche pas non plus vraiment aux intérêts de l'espace. Mais finalement, Guerrero, dans cet accord-là, aura quand même une amnistie et une place dans le gouvernement espagnol. Notamment, ce que Augustin d'Iturbide va proposer, c'est l'établissement d'une monarchie constitutionnelle, avec à sa tête, bien sûr, un roi Augustin issu de l'Espagne. d'Iturbide va menacer Guerrero de reconduire et d'intensifier ses hostilités si jamais ses propositions ne sont pas acceptées. Mais loin de fléchir, Guerrero va exprimer son opposition à ces idées. Il va alors mettre sur la table ses propres propositions. D'abord, il évoque son désir de voir le Mexique totalement libéré du joug colonial et dirigé par des Mexicains. Guerrero va expliquer qu'il est prêt à défendre ses idées jusqu'à la victoire finale. Iturbide, contre toute attente de ses généraux et de ses officiers, va accepter la contre-proposition de Guerrero. Les armées loyalistes et indépendantistes s'unissent et le 27 septembre 1821, Vicente Guerrero et Augustin d'Iturbide vont entrer triomphalement dans la ville de Mexico. Sous le premier empire mexicain qui sera proclamé quelque temps après, avec comme empereur Augustin d'Iturbide lui-même, Vicente Guerrero va occuper une place importante dans le gouvernement impérial. Toutefois, il va susciter très vite une certaine antipathie au sein de la noblesse qui lui reproche ses idées trop progressistes et ses origines assez délicates. En 1822, Antonio López de Santa Anna, qui deviendra à plusieurs reprises président du Mexique après, va décider de se révolter contre la monarchie et exiger la naissance d'une république. Comme les idées qu'il défend sont similaires à celles de Guerrero, celui-ci va tomber en disgrâce et certains nobles vont tenter de lui arracher le commandement des régions du Sud. Se sentant trahi, Vicente Guerrero va retourner à la rébellion. L'empire mexicain va finir par chuter et les premières élections vont porter au pouvoir Guadalupe Victoria. À la fin du mandat de celui-ci, Vicente Guerrero va décider de se porter candidat contre Gómez Pedraza, qui était à l'époque le ministre de la Guerre. À cette époque, la société mexicaine était divisée en trois grandes classes. D'un côté, on trouvait la classe suprême, composée des anciens nobles, des capitalistes, du haut clergé. Et de l'autre côté, on trouvait la classe moyenne, composée d'écrivains, d'enseignants, de militaires, de petits commerçants et d'employés. Et enfin, à la base, ou à la classe la plus basse, on trouvait ce qu'on appelait le petit peuple. Si Vicente Guerrero était haï par la majorité des membres de la première classe, il était très populaire parmi les deux dernières, qui étaient de loin les plus nombreux. Même si le vote populaire allait clairement en faveur de Vicente Guerrero, la Constitution mexicaine de 1824, un peu comme la Constitution américaine d'aujourd'hui, prévoyait que le président de la République soit nommé par le vote de 36 représentants des législatures des États, donc des grands électeurs. En d'autres termes, le président était donc élu par un système de grands électeurs. Gómez Pedraza va donc gagner les élections selon ce système. D'ailleurs, ce dernier n'a pas démissionné de sa position de ministre de la Guerre et va utiliser ses officiers comme agents électoraux lors du scrutin. Insatisfait des issues de cette élection, Antonio López de Santa Anna va se rebeller une fois encore. D'autres commandants militaires proches de Guerrero décidèrent également de se soulever. Les chefs militaires de plusieurs États se mettent à protester contre ces mutineries et commencent par préparer leur armée à défendre le résultat des élections, c'est-à-dire l'élection de Gómez Pedraza. Mais c'était peine perdue, car la grande partie des soldats supportaient Guerrero et vont refuser de se battre contre celui-ci. Dans ces circonstances, le Congrès va décider d'ignorer l'élection de Gómez Pedraza en déclarant que celui-ci
celle-ci plutôt était contraire à la volonté populaire et dangereuse pour la République et l'indépendance. En lieu et place, Guerrero va être nommé président et va prendre fonction le 1er avril 1829. Pour calmer les conservateurs, Anastasio Bustamante va devenir son vice-président. L'un des faits marquants de la présidence de Guerrero, qui n'aura duré que 8 mois, est l'abolition de l'esclavage. Le 15 septembre 1829, un décret en 3 points fut promulgué par le président de la République mexicaine. Il disait ceci: l'esclavage est aboli dans la République. Par conséquent, ceux qui aujourd'hui se considéraient comme esclaves sont libres. Lorsque les circonstances du trésor le permettront, les propriétaires d'esclaves seront indemnisés dans les conditions prévues par la loi. Pour beaucoup d'historiens, il s'agit là d'une importante contribution aux droits de l'homme pendant tout le XXe siècle. Et pendant tout le XIXe siècle plutôt. En France, l'esclavage ne fut définitivement aboli qu'en 1848, soit un peu moins de 20 ans plus tard, et aux États-Unis, les esclaves ne retrouvèrent leur liberté qu'environ un demi-siècle plus tard. Cette décision va être très mal perçue par les propriétaires terriens blancs vivant au Texas, qui étaient alors sous domination mexicaine, et sera l'une des causes de la guerre qui conduira au rattachement de ce territoire aux États-Unis. Rappelons d'ailleurs que le Mexique que Vicente Guerrero dirigeait inclut une grande partie du territoire états-unien actuel, notamment les États comme la Californie, le Texas et la Floride. Durant sa courte présidence, Guerrero, qui se voulait un homme du peuple, créa des écoles publiques et prit des mesures pour mettre en place un plan national d'éducation gratuite. Il réussit aussi une réforme agraire favorable aux paysans et fit la promotion du développement des industries. On lui doit également la création d'un centre national de soins pour personnes handicapées. Dans l'un de ses fameux discours, il déclare ce qui suit: un État libre protège les arts, l'industrie, les sciences et le commerce. Il ne récompense que la vertu et le mérite. Si nous voulons faire du Mexique un tel État, occupons-nous de cultiver les champs, les sciences et tout ce qui peut faciliter la subsistance et le divertissement de l'homme. Faisons en sorte qu'en n'étant pas une charge pour la nation, nous allégeons plutôt ses besoins. En l'aidant à se défaire de ses fardeaux et en réconfortant l'humanité affligée, nous veillerons également à ce que la nation regorge de richesses et prospère dans tous ses domaines. Ce discours présente des similitudes avec la célèbre phrase que prononcera John Fitzgerald Kennedy plus d'un siècle plus tard, lors de son investiture à la tête des États-Unis. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. Si les décisions de Guerrero renforcent sa popularité au sein de la population et du bas peuple, elle attise la haine des élites qui ne supportent pas d'être gouvernés par un homme de couleur. Ces derniers encouragent son vice-président à se rebeller, alors que Vicente prend la tête d'une unité pour aller combattre les envahisseurs espagnols qui tentent de reconquérir le pays. À cette époque, Guerrero était parti combattre une tentative de l'Espagne de reprendre le territoire qui appartenait depuis quelques années, le territoire mexicain. C'est-à-dire, l'Espagne n'a pas abandonné très facilement ses colonies en Amérique du Sud. Elle est revenue à plusieurs reprises tenter de reprendre son territoire et il a fallu que des gens, des hommes et des femmes, parfois d'origine africaine, se battent réellement pour pouvoir conserver l'indépendance de cette partie du monde. Donc Guerrero va lever une armée pour aller combattre les Espagnols au sud. Et c'est alors qu'il est en train de combattre les envahisseurs au sud qu'Anastasio Bustamante, son vice-président, va se rebeller ou va se révolter contre son autorité et va donc se proclamer président. Mais aux yeux d'une partie du Congrès, Vicente Guerrero demeure officiellement président. Donc du coup, ce que Guerrero décide de faire, c'est il ne choisit pas de retourner à Mexico pour combattre Anastasio Bustamante. Il décide plutôt de rester dans le sud et d'organiser là-bas une contre-offensive pour pouvoir prendre le pouvoir. Au sud, justement, il bénéficie de l'appui de la population locale et d'une très grande popularité. Mais dans cette position, il n'arrive pas à reprendre Mexico, mais Anastasio Bustamante, avec les troupes qui lui sont fidèles, n'arrive pas non plus à conquérir le sud. Donc la guerre va durer 2 ans. Sachant qu'il ne peut pas
vaincre Guerrero sur le terrain militaire, ce que Anastasio Bustamante va faire, c'est qu'il va concocter un plan assez sinistre pour pouvoir leurrer, capturer et assassiner Vicente Guerrero. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capter et il va demander à un commerçant de la ville de Gênes d'inviter Guerrero à une discussion. Ce combattant va donc capturer Guerrero, ou plutôt le placer dans un guet-apens. Il va prendre Guerrero, qu'il va livrer à Anastasio Bustamante, et celui-ci va le faire exécuter après un procès sommaire. Évidemment, la mort de Guerrero n'a pas été applaudie par l'ensemble de la classe politique mexicaine. Les gens comme Antonio López de Santa Anna vont se battre pour que Anastasio Bustamante et ses complices payent très cher cet acte qu'ils ont commis. Mais Guerrero était déjà mort. Et son assassinat a provoqué une profonde indignation au sein même de la classe politique internationale de l'époque. Fier de ses origines, Guerrero n'a jamais refusé l'adjectif nègre qui lui était collé et a mené une vie qui pourrait se résumer en 2 mots: bravoure et patriotisme. Maintenant, pourquoi en Afrique aujourd'hui nous n'avons pas des dirigeants qui ont l'étoffe, la carrure et la vision de Vicente Saldanas Ramon Guerrero? Parce que je pense qu'il nous faut en Afrique beaucoup et beaucoup de Vicente Guerrero.